à Cannes la braguette. 10 000 personnes à Cannes pour la venue d'une des meilleures équipes françaises, c'est pas mal, mais on avait déjà fait mieux durant l'été. Cannes aurait également pu faire mieux dès le début de la rencontre avec ce ballon récupéré dans les pieds de De Wilder par Martinez, déjà très en vue, pour Guy Lacombe, mais personne pour reprendre le centre, sinon Didier Sénac. Des difficultés bordelaises, notamment pour Zoran Vujovic, tout le long de cette première mi-temps. Martinez récupère une nouvelle fois, mais Tigana peut dégager. Domination cannoise, sans grand danger toutefois. Ici, Sassus avec le numéro 2 dans le dos. En fait, il a joué tout le match ailier droit. Sassus prise en sandwich par Roche et Vujovic. Coup franc de Jean-François Daniel. Et regardez bien l'ex-bordelais Zlatko Vujovic. Pan sur Dominique Dropsy, c'est pas sympa. Et Bordeaux dans tout cela, une seule occasion en forme de tir très surprenant de Jean-Christophe Touvenel. Stoppé en 2 temps par Amitrano. Bordeaux dominé durant 44 minutes. Mais à la 45e, Ferreri profite d'une toile de Debru. 1-0, les Bordelais chanceux sur ce coup-là. C'est évidemment le score à la mi-temps et ça va repartir de la même manière pour la seconde, à savoir Cannes à l'attaque, centre de Vujovic et tête de Sassus bien stoppé par Dropsy. À l'issue de ce premier quart d'heure, la bonne idée pour Jean Fernandez, il sort de Bru et Dejan Savic entre en jeu, ce sera payant tout à l'heure. Mais avant cela, Guy Lacombe lance Zlatko Vujovic, décidément l'attaquant cannois le plus incisif. Et on le voit mal sur l'écran, mais un Bordelais a détourné le ballon en corner. Corner tiré par Martinez et Savic est à 2 doigts d'égaliser. À force de pousser, les Cannois vont marquer, c'est bien normal. Une première tête de Savic, Vujovic tout seul face à Dropsy. Ce n'est pas encore pour cette fois, mais ce n'est pas fini puisque Savic est de nouveau seul et ce coup-ci est le bon. Cannes est revenu à la hauteur de Bordeaux. L'équipe de Fernandez aurait même pu dépasser celle de Jacquet. Avec cette toute dernière occasion, corner de Martinez, le meilleur Cannois avec Vujovic et une reprise manquée de Lacombe, un partout, c'était un minimum pour les Cannois. Sur la physionomie du match, Cannes méritait de l'emporter, mais bon, c'est le lot des grandes équipes telles que Bordeaux, à la moindre occasion, ils la saisissent puis ils marquent un but et je crois que c'est ce qu'ils ont su faire ce soir, ils ont été très réalistes dans la mesure où ils ont marqué sur la seule occasion du match. Le résultat nous satisfait compte tenu de ce qui s'est passé en seconde période où Cannes a haussé le rythme, a haussé le ton et Bordeaux physiquement a souffert énormément. Maintenant, direction Toulon, nous allons faire le point avec Martin Zara, avec cette équipe toulonnaise surprenante en début de saison et puis qui marque sérieusement le pas maintenant depuis pas mal de semaines. Direction Stade Mayol. Celle d'une victoire toulonnaise. C'était au mois d'août, le Sporting bat Monaco 1-0, un but de Luigi Alfano. Depuis, Toulon n'a plus gagné 10 matchs sans succès en 2 mois. Résultat, descente vertigineuse au classement. Les Toulonnais, alors leaders du championnat, s'enfoncent 7e, 10e, 12e et maintenant 15e avant de recevoir le Matra. On cherche alors à comprendre. On a peut-être eu un passage un peu trop au-dessus de nos possibilités et tout simplement on est peut-être en train de le payer quand par exemple j'entends certains commentaires qui disent et vous vous rendez compte si vous n'aviez pas fait le début de la saison que vous avez fait vous serez seul dernier. Oui d'accord, si on me coupe aussi une partie de mon anatomie je ne pourrais pas faire des gosses hein. Donc si en plus de ça on nous enlève les 6 premiers matchs je ne vois pas ce qui nous reste, au moins qu'on nous laisse les matchs quand même qu'on a gagnés, on ne les a pas volés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À domicile, 4 matchs nuls et surtout une rare inefficacité, 2 buts en 5 matchs. À l'extérieur, 4 défaites, dont 3 face à des équipes très mal classées, Caen, Saint-Etienne et Strasbourg, toutes 3 alors en position de relégable. Il y a un passage au noir, je ne dis pas que je suis le chat noir, ou bien les autres noirs. Il y a une série noire, ça va finir d'un jour à l'autre. C'est comme l'année dernière, on s'est retrouvé 16e dans cette même situation actuelle là-bas. Mais on a fini 5e quand même, on n'a pas encore baissé les bras. Les raisons de cette mauvaise passe, un effectif un peu juste qui paye un début de saison trop exigeant sur le plan physique. De plus, il manque un buteur. Toulon est à la recherche d'un joker qui aurait bien pu être Blas Sliskovic. Mais trop gourmand, le Yougoslave n'a pas fait l'affaire, il est maintenant à Lens. Mais malgré tous ces problèmes, il règne pourtant un étonnant climat de sérénité à Toulon. Je pense que dans le tumulte, on ne peut pas faire grand-chose, dans la colère non plus. Essayons d'analyser tous les problèmes succinctement, et puis prenons le temps, et puis après on va prendre les décisions qui s'imposent. Toulon n'est pas Marseille, mais n'en est pas loin. Les rumeurs ont fait état d'un possible départ de Courbis à l'étranger. L'entraîneur toulonnais, selon ces mêmes rumeurs, aurait été
Alors, remplacé par Joseph-Antoine Bell, simple galéjade, pas vraiment, plutôt tentative de déstabilisation. L'entraîneur, il est bon en fonction de bons résultats et il n'est pas bon en fonction de mauvais résultats. Donc en ce moment, le meilleur entraîneur que vous dites, ça doit être un des plus mauvais de France. Et pour pallier la déficience des buteurs, Courbis a même envisagé de faire jouer Mendy avant-centre. La place qui me plaît, c'est mon poste de libéro. Mais s'il veut jouer le joker, de me faire jouer avant-centre, je ne dis pas non. De toute façon, avec Roland, pas de surprise pour moi. Hein. Ben, je m'attends à tout. Il n'y a qu'un poste qu'il ne faut pas me faire jouer, c'est le poste de gardien de but. Et encore avec Courbis, sait-on jamais. De toute façon, Mendy, comme Béranguier et Ponce, étaient suspendus contre le Matra, c'est-à-dire les 3/4 de la défense. On attend maintenant la relève. On attend la relève et cette fameuse victoire. Donc derrière, effectivement, les suspendus, Mendy, Ponce et Béringuet. Puis il y avait 3 anciens Toulonnais, Casoni, Ginola et un troisième dont j'ai oublié le nom. Mais ça va me revenir si je vois l'image. Oui, voilà, évidemment, Pascal Olmeta. Et vous savez que les clubs parisiens, voilà, je laisse la place pour Olmeta, non, c'est complètement raté, je ne vais pas insister. Les clubs parisiens attirent toujours la grande foule, donc direction Stade Mayol, toujours avec Martin Zara. Et les Parisiens, ça se vient voir de très loin, de New York ou de Pékin. Et les Parisiens. Peut-être que techniquement nous n'avons pas fait un gros match, bien que nous avons développé de belles actions, mais je crois qu'il faut retenir surtout notre match physiquement et notre solidarité, car on en avait besoin actuellement. Démonstration, on joue depuis 30 secondes en seconde mi-temps. Pardo pour tirer ce coup franc, un premier coup de tête d'Alfano, une hésitation de la défense parisienne. Alfano ajuste Olmeta. Toulon mène à 0, ce sera le score final. But en tout point semblable à celui qui avait permis de battre Monaco. Quant aux joueurs du Matra, ils ont été décevants. Non match, vu le résultat, vu la manière, surtout la manière, parce que bon, faut pas se cacher la face. Ce soir on a perdu 1-0, mais on aurait pu en prendre en plus. Bref, retour en arrière, la première mi-temps a été décevante. Une seule véritable occasion, elle est toulonnaise en début de match. Zawi rate l'immanquable, responsable certainement un manque de confiance. Les Varois, on le répète, n'ont pas gagné depuis 10 matchs. En deuxième période, donc après ce but, tout va changer. On retrouve cette hargne qui faisait la force de Toulon en début de saison et surtout un super Bognar. Le Hongrois a effectué un grand match hier soir. Techniquement et tactiquement, Pardo, dont c'était la rentrée la 10, ça n'a pas été terrible, mais les Toulonnais voulaient cette victoire, ce qui n'était pas, semble-t-il, le cas du Matra. Les Parisiens, privés de Francescoli, suspendus, n'ont été que rarement dangereux. Ils n'ont pas supporté le défi physique imposé par leurs adversaires. Quelques beaux gestes, c'est tout, et c'est insuffisant. Leur plus belle occasion sur cette action. Placido s'en va seul, mais ne peut éviter le retour et le tacle de Taberner qui prend Bell à contre-pied. Mais n'allez surtout pas croire que le Matra a imposé son style, car même mené 1-0, l'équipe parisienne s'est contentée de subir. Il a fallu ici un extraordinaire réflexe d'Olmeta sur cette reprise de Bognar pour éviter le 2-0. Si Toulon, grâce à cette courte victoire, retrouve le sourire, le Matra s'enfonce de plus en plus au classement. Le voilà désormais 15e, de quoi se poser des questions. Il manque à cette équipe ce qu'on appelle la solidarité. Il y a tout pour avoir cet esprit de groupe. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est peut-être dans l'esprit du club ou autre chose, mais je pense que si le Matra avait ça cette saison, avec les joueurs, avec le jeu qu'on pratique, j'arrive pas trop à cerner le Matra cette année. Le magazine Toulon, plus la rencontre, ça nous fait en quelque sorte un match du jour. Il nous faut donc un homme du match, c'est lui, il est hongrois, Georgi Bognar, il est vraiment très fort. Avec le retour de Pardo au milieu de terrain, son jeu tout en finesse a fait merveille à Mayol. Suite et fin de cette soirée de première division avec Frédéric Jaillant, Nantes-Metz, Monaco-Lens, Toulouse-Saint-Etienne. C'est extra car il n'y a pas eu beaucoup de buts hier soir et là vous allez en avoir 6. C'est extra, pas vraiment extra. C'est extra. C'est extra pour Monaco, beaucoup moins pour Lens. Selon la feuille de match, il y avait 4001 spectateurs. Alors celui-là, lequel est-ce? On peut se le demander. Peut-être d'ailleurs s'est-il reconnu. C'est pas extra donc pour Lens qui a été nettement dominé. 3 jours après la Coupe d'Europe, les joueurs de Monaco ont eu de nombreuses occasions en première période. On a d'abord vu un tir de Hodel, puis un autre de Ferrage qui retente sa chance ici, mais le tir passe à côté. Enfin, toujours en première période, Amoros voit sa tentative passer au-dessus. 0-0 à la mi-temps et on retrouve, après 1 heure de jeu, Manuel Amoros. Monsieur Rideau siffle un coup franc en sa faveur.
Amoros tire ce coup franc très finement au premier poteau. Bayoko l'attendait plutôt au deuxième, ou alors pensait voir arriver un centre. En tout cas, Monaco mène par 1-0. Et Amoros, en grande forme hier soir, aurait même pu, comme ici, marquer d'autres buts. Score final donc, Monaco 1, Lens 0. Je crois que pour ma part, j'avais beaucoup d'espace devant moi et j'en ai profité pour monter. Donc ça m'a réussi, j'ai marqué un but, j'aurais pu en marquer un ou deux de plus. Mais je crois que dans l'ensemble, c'est une équipe de Monaco qui a joué très au sérieux. Après 5 matchs sans défaite, Toulouse recevait Saint-Etienne et Castaneda va garder des buts New Look. En effet, les filets sont tendus de telle sorte qu'ils forment un rectangle, comme à Barcelone par exemple. Mais le résultat est le même sur ce penalty de Marsico pour Toulouse. Saint-Etienne, après 6 minutes de jeu, est mené 1-0. Puis 2-0 après un quart d'heure, ça va vite. Kylian Touline pour Gérald de Passy qui dribble Castaneda. 2-0 donc pour Toulouse. Et les malheurs stéphanois ne sont pas terminés, loin de là, dans cette première période. Il y a d'abord un tir d'Assadourian, dévié par le gardien stéphanois sur le poteau, puis un autre tir de Rocheteau, encore le poteau. Saint-Etienne dominé donc, mais là, c'est Pierre Maurice, pour ses débuts avec Saint-Etienne, qui a trouvé à son tour l'un des montants, alors que toujours en première période, Toulouse, par Paillard, marque un 3e but. Certes, en deuxième période, Garande sauve l'honneur. Saint-Etienne battu 3-1 à Toulouse. Poignée de main sans rancune de Robert Herba, l'un de ses anciens joueurs, Santini. Ce soir, je pense qu'il y a 3 buts. Il y a les 3 points aussi. Soirée satisfaisante pour les Toulousains. Enfin, Nantes recevait Metz. Beaucoup de cartons jaunes, mais un seul but dans ce match. 17 minutes de jeu. Tir dévié de Joël Henry, dévié par Pau. Metz menait 1-0. Score final après que Vercotteren rate ce pénalty. Et même après 1-0, on a cherché marquer 12e sans faire tout nos possible pour conserver ce résultat qui a donné dans l'ensemble un spectacle où le public était très content. D'ailleurs, son applaudissement à la fin, il confirme ça largement. Le classement maintenant, et finalement c'est Auxerre qui a réalisé la meilleure affaire puisque PSG et Marseille ont fait match nul. Auxerre n'a plus qu'un point de retard sur le PSG. Il n'y a que Nice dans la première partie du tableau qui s'est incliné hier soir. Dans la deuxième maintenant, eh bien finalement dans toute cette soirée on peut le dire la logique a été respectée. Au loto c'était donc relativement facile. Les 3 derniers sont inclinés, ce qui fait finalement l'affaire de Caen et Laval malgré leur petit match nul. Ce qui nous donne au niveau des buts et des spectateurs 10 000 de moyenne, c'est maigre. 18 buts, c'est maigre également. Mais enfin, il y a de quoi trouver un but de la semaine. Frédéric Jaillant. Pas de but extraordinaire. Néanmoins, celui de Strasbourg n'est pas mal du tout. Sur le centre de Reichert, ce joueur serait bien prétentieux d'essayer de marquer. Il est trop loin. Et d'ailleurs, il n'essaye même pas. Sinon, il aurait fait son extension dans l'autre sens. Il a préféré dévier derrière lui, où Sattler s'est engagé et tente sa chance, également de la tête. Oui, un joli but. Nous passons maintenant à la deuxième division. Christian Jean-Pierre s'est intéressé cette semaine à l'équipe de Dijon qui évoluait encore il y a peu en 3e division. Et en plus, vendredi, il y avait le derby Dijon contre Montceau-les-Mines, le derby de Bourgogne, bien sûr. Le foot, au pays de la moutarde et de la crème de cassis, c'est tout nouveau, tout neuf, puisque le club est monté en D2 il y a 2 ans. C'est donc la première saison effectuée par Dijon avec un statut professionnel. Et ça va fort, puisque pour l'instant, les buts fixés sont tout à fait atteints. Nos objectifs cette saison, c'est le premier quart de tableau. Nous sommes actuellement 7e, nous sommes tout à fait dans nos objectifs et j'espère que nous le resterons jusqu'à la fin de l'année. Dijon raisonnable cette année, mais décidé à atteindre les sommets. Preuve en est cette nouvelle et énième campagne de publicité. C'est une campagne publicitaire qui fait suite à une autre campagne publicitaire qui est en marche depuis 2 ans, à savoir Dijon en première division en 1990. Objectif très ambitieux quand on sait qu'aujourd'hui, le club n'a toujours pas de centre de formation. Il va donc falloir faire des efforts de budget. L'année dernière, on était à 7 millions de budget. Cette année, on va passer à 14 millions, 13 millions et demi. Et puis, bon, ça nous a fait faire une équipe un peu meilleure que l'année dernière, avec des joueurs de qualité. C'est vrai, Dijon compte en effet dans ses rangs des joueurs expérimentés comme Mansouri ou Gudzinski, cet international polonais qui est le véritable chef d'orchestre des jaunes et bleus. Ce week-end, Dijon accueillait un voisin, Monceau, un fameux derby bourguignon en perspective. 10 minutes de jeu et Solaire qui échoue sur Zatni, le gardien de Monceau.
Un début de match assez décevant, Monceau bétonne derrière. Une seule action dangereuse pour ses rouges, mais Deplagne intervient devant Bertucci. Dijon domine cette première mi-temps, mais n'arrive pas à prendre le dessus, à emballer le match, si ce n'est sur cette tête de Zivkovic et ce tir de Mansouri juste avant le repos. Bref, une première mi-temps très laborieuse. Oui, très laborieuse, mais c'est dû à la qualité de l'équipe de Monceau qui était très bien organisée. Et de ce fait, on a eu beaucoup de mal à imposer notre jeu. Et oui, et en deuxième mi-temps, rebelote, Monceau joue en contre, mais Deplagne est vigilant. Et c'est en fait à la 72e minute que la moutarde va vraiment monter au nez des jaunes qui sortent de leur coquille. Sur ce corner, centre d'Henriot pour une superbe reprise de Mansouri. Dijon 1, Monceau 0. Dès lors, le match s'anime, les rouges réagissent sur ce coup franc, joué en 2 temps. Centre de Barré pour Leclerc, et Deplagne s'interpose avec brio. Il sera par contre à 2 doigts de se faire piéger sur ce centre qui paraissait pourtant anodin. Dernière action du match, dominée par les Dijonnais, caviar de Gudzinski pour Mansouri, qui loupe sa reprise. C'est pas bien grave, il en avait déjà mis une au fond. À Dijon, on respire. On était sur 3 revers consécutifs. Nous avons acquis cette victoire. Moi, elle était difficile, mais enfin, il nous fallait absolument renouer justement avec la victoire. Nous avons pris 3 points. Nous replaçons dans une bonne position au classement et je crois que je suis satisfait. Bien, tous les résultats du groupe B maintenant. Nîmes avait battu le Puy vendredi soir et comme Lyon l'a emporté à l'extérieur, c'est d'ailleurs l'unique victoire à l'extérieur de la soirée dans ce groupe. Et bien, pas de changement au classement, toujours 2 points d'avance pour Lyon. Et je vous rappelle que Nîmes compte un match en moins. Dans le groupe A maintenant, là également une seule victoire à l'extérieur avec Dunkerque à Rennes, 2-1 qui marque un petit peu le pas en ce moment. Et puis pas de changement dans le haut du tableau. Brest a battu Beauvais 2-0, mais Mulhouse l'a emporté sur le même score devant Quimper. Catarana, l'ouragan de l'outillage. Plus de 300 outils. Catalogue gratuit au 66 62 19 54.